Yo, 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 what up? Bienvenue Brr, à brr, cet brr. épisode du podcast Big Black and Beautiful. Un épisode exceptionnel cette semaine, Oui, très différent. Hein? effectivement, on s'en va vraiment dans un autre pour montrer que les drag queens puis le podcast, on peut être aussi plus sérieux puis un peu Je ne plus voudrais pas communautaire. généraliser pas les drag queens, nous deux. Oui, nous deux, t'as raison. Mais sincèrement, on s'en va cette semaine dans le volet plus communautaire parce qu'on reçoit le directeur général d'Interling. Si ça vous dit rien, Interling, vous connaissez peut-être plus Gay Écoute. C'était anciennement Gay Écoute. Maintenant, c'est devenu Interling depuis 5 ans. Ça veut dire que tu es 5 ans en retard. Mais Peut-être que tu t'éduques un peu. sors. Ben, pas là, parce que c'est la COVID, là, mais en tout cas, sors de chez toi. Mais bref, tout ça pour dire qu'on reçoit Pascal Vaillancourt, le directeur général d'Interling. On va vraiment parler de l'organisme, bien entendu, du volet communautaire, de tout l'aspect des défis que ça représente de tenir un organisme communautaire comme celui-là, mais aussi de l'importance de cet organisme. Oui, on discute vraiment de la réalité 2020. La réalité avec la pandémie aussi, comment Ouais. ça l'affecte un organisme qui prend des appels, qui prend la discussion. Évidemment, c'est difficile pour tout le monde en ce moment, puis comment que eux réagissent avec ça parce qu'ils reçoivent des appels par rapport à la pandémie. Et on parle aussi de la Grande Démesure, qui est un événement qui s'en vient avec eux, que Barbada va faire partie, leur levée de fonds de l'année. Puis on discute un peu de ça. Ça a l'air vraiment d'une belle soirée, puis on vous invite fortement à acheter vos cartes de bingo puis participer à la soirée. Absolument. Alors, on passe ça pour notre podcast avec Pascal Vaillancourt dans En 3, 3, 2, 2, tout. 1, Oh, bonne écoute! go! Cause I big blonde and beautiful. Yeah, 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 yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast Big Black and Beautiful. Barbada et Gabriel, toujours en direct de nos maisons respectives. Ouais, Eh oui, parce que c'est la fin du monde. c'est terminé, mesdames, messieurs. Vous pouvez tourner à la maison et y rester jusqu'à la fin des temps. Puis en plus, là, en ce moment, on se parle, puis on ne sait même pas si Trump est de retour. Fait que, C'est vrai, hein? C'est vrai au moment où on sait pas. enregistre. Bon, on a de fortes raisons, on a quand même des bonnes raisons de croire que non, c'est correct, mais on espère qu'au moment où on va diffuser le podcast, la fin du monde ne sera pas arrivée puis ce ne sera pas une guerre civile. On va peut-être la prendre live sur le podcast en ce Oh, moment. peut-être. Bien, hein? Ça se pourrait. On pourrait apprendre que Donald Trump est mort. Je sais Ça pas. serait dommage. Ouais, on n'aimerait pas ça du tout. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, Comment je n'étais pas sincère. on s'en va complètement ailleurs dans notre podcast parce que on veut évidemment, bon, on a 2 drag queens sur le podcast, alors c'est sûr et certain que c'est un podcast qui veut toucher aussi la communauté LGBTQ+. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un invité vraiment, un invité en or, vraiment spécial, quelqu'un que je connais et que j'admire beaucoup, Monsieur Pascal Vaillancourt. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais vous connaissez sans aucun doute l'organisme pour lequel il est le directeur général, c'est Interling. Et si vous ne connaissez pas Interling, bon, le sort de ton trou, là, hein? Non, c'est anciennement Gay Écoute. Donc, vous connaissez Gay Écoute, évidemment, qui est un organisme essentiel auprès de la communauté, justement pour les gens qui sentent le besoin de parler, parce que je pense qu'on en a besoin de parler, hein? Surtout dans ce temps-ci. Et donc, Gay Écoute qui est devenu Interling et Pascal Vaillancourt qui est le directeur. Mais merci d'accepter notre invitation. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Et on va parler d'Interling. Premièrement, avant que tu arrives et que tu prennes les rênes de Gay Écoute, c'était Gay Écoute à l'époque, tu as transformé ou du moins changé le nom. Pourquoi? Hein? Pourquoi avoir décidé de le changer? Est-ce que c'est parce que tu sentais qu'il y avait besoin d'un renouveau ou tu sentais que le mot gay était peut-être trop restrictif? Ou... Oui, ben moi, je suis arrivé chez Gay Écoute en 2015, en fait, là, après un petit revirement dans ma carrière, c'est-à-dire que j'avais le goût de contribuer à une cause et d'aller travailler dans le communautaire. Donc, je suis arrivé dans l'organisme à cette époque-là. Puis le CA, en fait, à l'époque, c'est pas moi là, qui est arrivé avec un paquet d'idées, même si avant d'arriver chez Gay Écoute, je pouvais me dire qu'il y avait des besoins d'actualisation de l'organisme. Je n'avais pas nécessairement mesuré l'ampleur de ce qu'il y avait à faire bouger. Mais quand je suis arrivé, l'organisme sortait d'une planification stratégique avec des bénévoles, avec des employés, des membres du CA. Et il y avait déjà plusieurs idées à mettre en place qui étaient proposées.
Et il y avait eu l'idée d'un changement de nom, d'un changement d'image, justement, comme tu le dis, Barbada, c'était pour mieux joindre l'ensemble des communautés LGBTQ parce qu'effectivement, la majorité des gens qui nous contactaient, c'était des hommes gays. Puis quand je dis la majorité, là, je parle d'autour de 75% là, de nos appels, c'était des hommes gays. Alors, quand je suis arrivé, il y avait eu cette proposition-là de changer de nom, mais à l'époque, elle avait été refusée. Finalement, le conseil d'administration trouvait que c'était quand même un gros enjeu de changer d'identité et de perdre la notoriété que Gay Écoute, parce que quand moi je suis arrivé, Gay Écoute avait 35 ans. On fête notre 40e cette année. Donc, ça, c'était quelque chose qui inquiétait beaucoup le CA, là, de perdre cette notoriété-là. Mais en réfléchissant, moi, après quelques mois, j'étais dans l'organisme, puis là, j'observais. Mon bureau était à côté de la ligne d'écoute parce que principalement, Gay Écoute, c'était une ligne d'écoute. J'entendais les téléphones. Des fois, j'entendais les personnes à l'intervention qui disaient non, non, vous avez le droit d'utiliser le service même si vous êtes une femme. Donc, quand j'entendais ça, pour moi, c'était comme criant qu'il y avait un gros pan de population qu'on ne desservait pas dans nos communautés. Donc, j'ai ramené l'idée du changement de nom au conseil d'administration avec un argumentaire et une expertise aussi. On avait demandé à une agence de com de nous faire un petit diagnostic sur ce qu'ils pensaient de l'organisme et tout ça. Et de là, s'est entamé un changement d'image parce que le CA a accepté. L'argument était simple, là, c'est est-ce qu'on veut garder notre notoriété ou on veut aider plus de monde? Finalement, on est allé avec le plus de monde. Et honnêtement, à partir de là, c'est débuté une transformation organisationnelle, là. Ça a commencé avec un changement de nom, mais évidemment, il y a plein d'autres choses qui ont suivi avec ça, parce que si tu ne changes pas tes pratiques, qui étaient principalement destinées aux hommes gays, les personnes trans, les femmes, ce pas les mêmes enjeux, donc il faut évoluer aussi au niveau des pratiques, là. Ah oui, c'est pas juste le nom, c'est pas juste l'image. Suite à ce changement-là, est-ce que vous avez vu une différence justement dans le monde qui sont appelés à utiliser les services d'Interligne? Ah oui. Honnêtement, ce changement-là, il s'est opéré. Moi, je suis arrivé en 2015. En 2016, on parlait de rechanger de nom. Le nom est arrivé en 2017, là, même juin 2017. Et à partir du moment où on a changé de nom, on avait aussi amorcé des changements de pratique à l'interne pour avoir plus de représentation, pour avoir un CA plus inclusif, hein, parce qu'on le sait, souvent, les CA, c'est des hommes qui sont là-dessus. On a une femme, deux femmes, mais c'est très rare qu'on trouve la parité au niveau des conseils d'administration. Donc ça, c'est un changement qu'on avait fait. On a plus formé notre équipe aussi. On a créé des programmes complémentaires. Là, maintenant, Interligne, c'est plus seulement une ligne d'écoute. Il y a une panoplie, une offre de services beaucoup plus grande pour les communautés LGBTQ. Oui, okay. Les gens peuvent encore téléphoner. Il y a encore, évidemment, la ligne pour téléphoner, mais oui. Tu veux dire que vous œuvrez ailleurs aussi dans la communauté, c'est ça? Oui, en fait, le service d'écoute, on ne va jamais s'en départir. D'ailleurs, pour répondre à la question de Gabriel, la popularité du service est passée, là, écoute, 30% d'augmentation d'appels par année depuis qu'on est Interligne. On est passé d'environ 10 000 appels par année à 35 000. Puis là, le portrait, il a complètement changé. Avant, c'était comme 75% des hommes gays. Là, c'est plus 43% avec 46% des femmes à peu près. Je donne des chiffres là, qui sont très approximatifs, là, mais parce que je ne les ai pas sous les yeux, mais c'est dans cet ordre-là. Il y a aussi les personnes avec un parcours trans qui avant étaient 1% de nos appels. Maintenant, c'est 11 à 12% de nos appels. Okay, ben oui. Donc, le portrait a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et oui, puis le service d'écoute va toujours rester notre service phare, là, le service qui est là depuis le début et qui fonctionne encore beaucoup, là, même qu'on l'a adapté. Maintenant, il est disponible par clavardage, il est disponible par texto et par téléphone encore, évidemment. Mais à travers ça, on a créé des nouveaux programmes pour desservir soit des communautés ou des besoins qui n'étaient pas desservis dans nos communautés. Donc, on a maintenant une offre de service beaucoup plus grande, là. Ah ouais, OK, c'est super cool ça. Est-ce que vous vous impliquez auprès d'autres organismes aussi? Tu sais, comme y a-t-il une collaboration entre organismes selon je vais dire, les spécialités de chacun des organismes aussi? Tu sais, allez-vous vers d'autres organismes qui œuvrent dans la communauté pour offrir une collaboration?
Oui, en fait, on collabore avec d'autres organismes. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans le milieu communautaire LGBTQ au Québec, là, il y a des organismes qui sont plus généralistes, puis il y en a qui sont plus spécifiques, qui ont des compétences vraiment précises dans des sujets précis. Nous, depuis qu'on est devenu Interligne, on avait un désir de collaborer davantage parce que le choix de devenir Interligne, c'était de devenir inclusif. Mais l'inclusion, c'est pas une expertise qui s'atteint du jour au lendemain. En fait, je suis même pas sûr que ça s'atteint un jour. Je pense que l'idée, c'est toujours y travailler, d'être conscient de nos privilèges, d'être conscient de nos biais. Donc, pour ça, nous, on a fait des collaborations avec des organismes qui avaient différentes expertises pour justement améliorer l'offre de services chez Interligne. Je te donne un exemple. On a des programmes qui portent sur les violences vécues par les communautés LGBTQ depuis quelques années. On a un programme qui s'appelle ALIX. ALIX, c'est un formulaire où les personnes qui vivent de la violence peuvent aller la déclarer dans un formulaire web de façon anonyme et confidentielle, évidemment. Et après ça, ben, ça nous permet de recueillir des données pour avoir un meilleur portrait des violences vécues par nos communautés. Et on a une carte aussi, où quand une personne déclare une violence, il y a un point qui s'ajoute sur une carte. C'est pas un point précis avec une adresse, évidemment, là, mais exemple, c'est plus un point sur une ville, ville de Montréal, disons. Ça nous permet à nous de montrer aux personnes qui sont victimes que la violence, ils ne sont pas seuls à la vivre. Il y a encore beaucoup de gens qui en vivent. Mais pour ce programme-là, Alix, on a eu beaucoup de collaborations. Il y avait des organismes trans autour de la table, il y avait des organismes pour les hommes, parce qu'on n'oublie pas les hommes. On est devenu Interligne, mais notre intérêt, c'est d'être là pour tout le monde, même les hommes, là, ils ont encore des besoins. Là. Oui, c'est ça. Fait que, oui, puis autour de la table, il y avait 12-13 organismes qui collaboraient avec nous sur Alix, dont des organismes trans, des organismes de défense de droits, des organismes pour les femmes lesbiennes, les femmes bisexuelles. Bref, oui, on a une meilleure collaboration dans le milieu communautaire, justement, pour faire évoluer ces programmes-là. En ce moment, évidemment, la santé mentale est d'actualité beaucoup parce que c'est très difficile pour tout le monde à la maison. Est-ce que vous voyez un rehaussement dans les demandes d'appel ou dans les demandes de discussion chez Interligne en ce moment à cause de la pandémie? Bien, je te dirais que quand on est devenu Interligne, avec l'arrivée de nouvelles personnes à la ligne d'écoute qu'on n'avait pas avant, on a vu une intensification de la détresse psychologique, de la santé mentale, des problématiques de santé mentale. Là, il faut comprendre, les personnes LGBTQ sont déjà sujettes un peu plus que la communauté en général aux problématiques de santé mentale à cause du stress minoritaire, là, le fait d'être tout seul dans une majorité ou d'être minoritaire finalement, puis d'avoir à faire des coming out, puis bon, vous comprenez de quoi je parle, je pense, là. Oui, oui. Moi, je suis une femme hétérosexuelle, douce. Non, c'est pas vrai. Mais elle a fait son coming out de blanche. Ouais. Voilà. Tout un coming out quand même. Quand même. Ça paraît pas comme ça, mais... Ça a dû être très difficile à faire. Il faut comprendre que Gabrielle, c'est ma fille. Donc, moi, je l'ai toujours élevée en tant que femme noire. Mais là, pouf, du jour au lendemain, elle a fait son coming out. Moi j'ai eu un certain... Tu sais, j'ai été ouverte en tant que mère, mais c'est sûr que ça a été un choc. Ça a été un choc. Le problème, c'est que moi, je suis une femme noire à l'intérieur dans une peau de blanche. Ça commence à être complexe quand même à suivre, mais c'est fantastique. C'est de là toute la richesse de cette diversité. En autant que tu n'es pas un homme noir à l'intérieur de toi, par exemple. Ben, peut-être c'est déjà arrivé, je ne sais pas. Oui, OK, un autre sujet. On peut revenir à la détresse psychologique si vous voulez. Mais en fait, là, on va en causer plus qu'on va en régler. Mais en fait, tout à fait, là, c'est ce que je disais, il y avait une intensification à la ligne d'écoute avant même la pandémie. On a formé toute notre équipe dernièrement en prévention du suicide, pendant l'intervention du suicide, parce que nos appels avec ces thématiques-là étaient en augmentation. Puis quand la pandémie est arrivée, ben il y a eu effectivement un boom à la ligne d'écoute. On a été obligé de rajouter du monde parce qu'on ne répondait pas. On ne répond déjà pas à tout le monde, mais là, on avait un gros défi parce qu'il y avait de plus en plus de détresse, de plus en plus de lourdeur dans les appels, mais on manquait de monde pour répondre. Donc, on a eu la chance d'avoir un petit soutien de Centraide pour rajouter des intervenants à ce moment-là, mais on a eu des augmentations de 30 à 40 % au début de la pandémie. Eh mon Dieu, c'est énorme. Là, est-ce que ça s'est, je veux dire, restabilisé un petit peu ou si tu sens qu'il y a encore, avec le reconfinement, la deuxième vague, là?
Non, une des forces de nos communautés, hein, c'est la résilience. On vit toutes sortes d'affaires, puis on finit par passer au travers. Donc, je dirais que l'intensité des appels, la lourdeur, on la sent encore. C'est plus lourd qu'une année normale. Les gens ils parlent beaucoup de la COVID, parlent de leur anxiété. Ça c'est très présent à la ligne d'écoute. Mais dans la deuxième vague, le reconfinement, on ne sent pas nécessairement une augmentation importante. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais ce n'est pas aussi important qu'à la première vague. Mais on sent que nos communautés, comme je disais, sont résilientes puis se sont peut-être donné des moyens pour mieux passer à travers ça là, dans la deuxième vague. Là. C'est super intéressant. C'est vraiment cool. Mm. Interling, en tant que tel, les bureaux sont situés à Montréal. Oui. Mais j'imagine que c'est n'importe où au Québec que les gens peuvent téléphoner. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir même en dehors du Québec aussi? Ou, Ah oui, c'est un Ah! autre de nos défis parce que Interling, c'est un organisme qui est à la base provincial. On est financé par le gouvernement du Québec, là, en partie évidemment, parce qu'on doit faire nos levées de fonds et tout ça, puis on pourra en reparler. Là. On va en parler, oui. Mais on a une vocation qui est à la base provinciale de par notre financement, mais on a élargi ça dans les dernières années parce qu'on a vraiment des appels de partout. Beaucoup les communautés francophones, parce que notre service, il n'est pas complètement bilingue. Il est, je dirais, à 80 là, tout dépendant des gens qui sont à la ligne d'écoute. Mais on a des gens des communautés francophones du Canada. On a aussi, évidemment, des gens des communautés anglophones. Mais on a aussi une bonne partie de nos appels, là, je dirais un bon 5-6 d'appels qui viennent de l'international. Des pays de la francophonie, pays du Maghreb, la France. La France, c'est un client qui est très récurrent à la ligne d'écoute. Ben, voyons donc. Donc, il y a des gens qui ont entendu. Ça veut dire qu'il y a clairement un besoin pour ça. Si, tu sais, quand tu cherches, si toi, tu es un jeune gay, une jeune femme trans ou un homme trans ou peu importe, quelqu'un qui a besoin du genre de service qu'Interling offre, puis tu fais une recherche Google, puis ce qui pop, c'est Interling alors que tu habites en France ou, comme tu dis, dans les pays du Maghreb ou peu importe. C'est clairement, il y a un besoin aussi là, pour ça. Là. Puis ces organismes-là peut-être existent ou sont peut-être pas assez financés localement dans ces pays-là pour que les gens sentent le besoin d'appeler au Québec. Oui, ben, tu as entièrement raison. Là. Moi, le premier, quand je suis arrivé chez Gay Écoute, je me posais la question par rapport pas la pertinence du service, dans le sens où je me doutais que c'était encore pertinent pour des gens, mais je me disais, les droits avancent quand même bien. Donc, est-ce que ça va demeurer encore quelque chose de très nécessaire à nos communautés? Mais clairement que c'est nécessaire parce que une ligne comme la nôtre, premièrement, il n'y en a pas ailleurs. À ma connaissance, il n'y en a pas au Canada. En fait, on a fait de la recherche justement. Il y a d'autres lignes, LGBT, mais la spécificité de Gay, pas de Gay Écoute, d'Interling, je m'excuse, c'est l'équipe d'intervention. Nous, les personnes qui répondent à la ligne, c'est des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, des psychologues, des sexologues. À ça, on ajoute des bénévoles aussi qu'on a nous-mêmes formés, mais c'est une formation d'autour de 48 heures avec des accompagnements par notre équipe de professionnels. Une ligne de cette nature-là qui comprend bien les enjeux, c'est très nécessaire encore et ça n'existe pas beaucoup. Et dans les pays de la francophonie, comme la France, il n'y a pas de ligne de cet ordre-là. Ben, voyons donc, OK. Ouais. C'est quand même, on pourrait croire pourtant que me semble que c'est surtout quand on pense qu'ici, bon, Interling, puis avant Gay Écoute, mais existe depuis 40 ans. Tu dis, me semble qu'en 40 ans, il aurait dû avoir des déclics ailleurs pour que ça se crée, ce genre de choses-là ailleurs. Surtout quand tu dis que vous recevez 35 000 appels par année. Ouais. C'est énorme, là. C'est énorme. Oui, honnêtement, c'est énorme. C'est un défi tous les jours. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les communautés LGBTQ, l'acceptation puis elle n'est pas complète, là, mais elle est quand même assez récente là, dans l'histoire de l'humanité. Là. Oui. Donc, tu sais, je te donne un exemple. Pour nous, on est né il y a 40 ans, mais notre premier financement est arrivé dans la fin des années 90. C'est un tout petit financement. Là, il a grossi un petit peu, mais tu sais, même dans l'histoire, le communautaire au Québec, là, c'est 70-80. Là. Puis il y a des organismes qui ont la même vocation que nous, c'est-à-dire des lignes d'écoute, disons, ou des lignes d'aide, là, qui ont à peu près le même nombre d'appels par année, mais avec des territoires des fois plus restreints.
qui ont des subventions qui sont 2 à 3 fois plus grandes que les nôtres. Ben Donc, oui. même au Québec, une situation comme la création de notre organisme, c'est encore 40 ans, oui, mais on a été des précurseurs. Là. Je pense qu'il y a 40 ans, les gens qui étaient là, on a eu moi, j'ai un employé qui a pris sa retraite l'année passée, il était là depuis le début. Là. Ben, C'était un des voyons membres donc. fondateurs, oui, c'est ça. Il était, non, puis c'était encore, aujourd'hui, il a 75 ans, là, mais c'était une personne très, très allumée, puis lui, il était là, il a vu les premières pierres posées. L'organisme, là, à sa création, il était dans un garde-robe. Là. C'est Ben oui, c'est un ça, on beau n'est pas lapsus, ailleurs. là, mais Puis aussi, j'imagine que les problématiques, ben pas j'imagine, les problématiques étaient très différentes à l'époque aussi. Je veux dire, v'là 40 Les ans, on mêmes était encore réalités dans tout ce aussi, qui là. était épidémie du sida énormément. Fait que les gens, ils devaient téléphoner beaucoup pour ça. ouais. Aujourd'hui, je ne dis pas que le VIH et le sida sont plus là, évidemment, sont encore présents, mais il reste qu'avec les avancements des traitements, ça devient une préoccupation peut-être un peu moins primordial parce que, bon, quelqu'un qui apprend, et puis ça peut y amener énormément d'angoisse puis de stress, quelqu'un qui apprend que le VIH, mais il reste que c'est pas une condamnation à mort, contrairement à ce que c'était, voilà, 30 ans, 40 ans. Ben, tu as raison, là, l'organisme a été créé dans la crise du sida. Là. Donc, à cette époque-là, les gens perdaient des amis en grande quantité. C'était vraiment tragique, cette histoire-là. Là. Ben oui. Aujourd'hui, c'est encore présent quand même à la ligne d'écoute, les questions en lien, puis particulièrement d'ailleurs pendant la pandémie, où des gens qui ont justement le VIH, ton système immunitaire est moins fort ou des fois il est absent. Là. Donc, les gens, à cause du virus, ça les stressait. Fait que ça, c'est des choses qui sont revenues beaucoup dans les derniers mois. Là. Il y a Ah, beaucoup de ouais, monde OK. qui doit être gêné juste d'avoir une gêne d'appeler ou que fondamentalement, ils ont cette peur-là d'ouverture, d'appeler. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui se pose des questions, mais qui est un peu trop gêné ou qui a peur d'appeler ou qui a peur de confronter un peu cette barrière-là? Tu as un commentaire super pertinent, Gabriel. Moi, je me souviens qu'adolescent, j'ai contacté Gay Écoute et j'étais hyper anxieux à l'idée de parler à un humain qui allait peut-être me juger. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas ça qui serait arrivé, mais effectivement, il y a des gens qui doivent se mettre une barrière de ne pas appeler à cause de tout ça. Mais c'est là que nos moyens technologiques pour nous joindre sont peut-être moins anxiogènes, disons, pour quelqu'un d'angoissé ou qui aurait peur d'avoir quelqu'un au bout du fil. Tu as plus de contrôle sur le moyen électronique. Si tu veux raccrocher, c'est moins gênant. Tu n'es pas pris dans... bref, il y a une certaine liberté, puis tu n'as pas la gêne de la relation. Fait que le clavardage ou le texto, là, c'est 2 moyens qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisés, même si le téléphone demeure le moyen le plus populaire encore aujourd'hui. Mais les moyens technologiques, c'est peut-être une façon de pallier à ça. Là. OK. Puis peut-être d'amener à la personne justement à se sentir assez en confiance pour peut-être après aller passer vers le téléphone parce qu'on s'entend que ce qu'on peut dire ou véhiculer au téléphone est beaucoup plus grand que sur un texto. Mais j'imagine ça peut arriver aussi qu'il y a des gens qui, bon, se sentent moins à l'aise au début puis qui établissent une espèce de relation de confiance pour dire après, OK, je me sens à l'aise de vous téléphoner, je vais vous téléphoner après. Tu as entièrement raison. D'ailleurs, souvent, l'approche de notre équipe d'intervention, ça va être un peu... parce que c'est sûr qu'à l'écrit, il y a des choses qui sont plus difficiles, même pour l'équipe d'intervention. Tu sais. Un appel moyen, ça dure autour de 20-25 minutes où la personne appelle, elle se confie, on fait un peu le point avec elle, on l'aide à... Parce que l'approche d'Interligne, c'est l'écoute active. L'écoute active, l'idée, c'est de ne pas donner des conseils, c'est de ne pas diriger la personne ou intervenir trop directement, mais bien de laisser la personne un espèce de pouvoir d'agir sur sa réalité, sur sa vie. Donc, on va souvent lui demander de réfléchir elle-même aux solutions possibles ou on va évaluer finalement les différentes solutions que la personne peut penser elle-même, que ça vienne d'elle-même pour qu'elle ait l'impression de reprendre un contrôle sur des choses qu'elle a l'impression de perdre le contrôle finalement. Donc, ça, c'est notre approche. À l'écrit, c'est quand même un défi. On peut y arriver parce qu'on a développé cette expertise-là, mais un appel, c'est comme je te dis, 20-25 minutes. L'écrit, c'est souvent 40-45 minutes. Là. Et à travers ça, ben, nos intervenants, des fois, vont dire si il y a trop d'enjeux, on va essayer d'amener les gens à téléphoner. C'est exemple, si une personne nous parle de suicide à l'écrit,
bon, on va peut-être essayer de lui demander de nous appeler. On n'y arrive pas toujours, donc des fois, il faut continuer dans le moyen à l'écrit, là. Mais c'est ça, tu as entièrement raison, c'est des enjeux qui sont bien présents à la ligne, là. Wow. Quelles sont les raisons que vous voyez les plus communs en ce moment d'appels ou d'écrits? C'est quoi, généralement, que le monde vienne vous écrire, c'est pourquoi? Ben, c'est une autre bonne question parce que des fois, les gens associent l'organisme à un organisme qui est là pour les jeunes qui sont en questionnement. Mais les personnes qui appellent chez Interligne, elles sont de tout âge. Il y a des jeunes, effectivement, qui sont en questionnement ou qui veulent faire leur coming out, qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais tu as aussi des aînés qui vivent extrêmement de solitude et qui sont isolés, qui n'ont pas de famille. Puis à travers ça, ben, tu as aussi des gens qui appellent pour parler de leur relation de couple. Tu as des gens qui appellent pour parler de discrimination qu'ils ont vécu en milieu de travail ou d'actes de violence systémique. Là, on a bien peur de ce mot-là ces temps-ci dans nos médias, mais la violence systémique, elle est très, très, très présente pour les communautés LGBTQ encore aujourd'hui. Donc, les motifs d'appel sont vraiment, vraiment variés. On parle de tout à la ligne d'écoute, là. Ah, wow, ben c'est vraiment, vraiment génial. Bon, clairement, on le voit là que c'est un. Ben, on le savait nous autres, mais tu nous confirmes encore plus que c'est un organisme qui est essentiel encore aujourd'hui. Il ne faut pas penser que les communautés LGBTQ, parce que tout ce qui est diversité sexuelle et d'identité de genre est beaucoup plus accepté que ça l'était avant, que, tu sais, bon, c'est beau, on a coché cette case-là, on peut passer à un prochain appel, pas du tout. Je pense que l'organisme est encore extrêmement important et essentiel aujourd'hui. Mais là, on va parler de financement parce que tu l'as dit toi-même, effectivement, bon, de temps en temps, il peut y avoir des organismes qui, en temps de crise, comme tu as dit, s'entraident à cause de la COVID, peuvent donner un petit coup de pouce. Mais le gros de votre financement, il vient d'où? Le financement, c'est le nerf de la guerre, hein. Puis les gens, des fois, qu'on parle le milieu communautaire, vont dire ah, le milieu communautaire, c'est toujours ça le financement. Mais non, le milieu communautaire LGBT, c'est une coche de plus. C'est des défis beaucoup plus grands. Les conditions de travail, moi, je suis choyé, je peux compter sur une équipe de travail honnêtement extraordinaire, là. Des belles personnes, des personnes engagées, dévouées. Mais ces personnes-là, là, ils font pas d'argent, là. Je veux dire, ils ont des petits salaires parce que le financement de l'organisme, il est pas grand. Puis le défi qu'on a, comme je disais tantôt, on a fait beaucoup de changements à l'interne, beaucoup de changements organisationnels. Là, on vit le défi de notre croissance, le défi on répond à plus de besoins, mais on a de la misère à répondre au monde parce qu'on manque de sous pour embaucher plus de personnes à l'intervention. Donc, tu as entièrement raison de dire que c'est vraiment important. Puis notre financement, bien, il y a une partie qui est publique, là, évidemment. On a un financement qui vient du gouvernement du Québec dans le programme de soutien aux organismes communautaires qui représente environ le tiers du financement qu'on reçoit chez Interligne. Puis après ça, ben, on a des projets. Le gouvernement finance beaucoup de projets, mais le problème de ça, c'est que c'est des financements non récurrents. Donc, on vous donne un 25 000 cette année, mettez ce projet-là, puis l'année prochaine, ben, ton projet, si tu veux qu'il continue, c'est à toi de l'autofinancer. Donc, ça, c'est un des gros défis qu'on a dans notre structure. Tu peux être victime de ton succès là-dedans. Là. Tu peux être victime de ton succès. Disons que tu as un projet qui marche super bien, mais tu n'as pas de financement pour les années à venir pour l'alimenter. Ouais. Tu as entièrement raison. Honnêtement, le victime de ton succès, là, je trouve que tu l'as vraiment bien dit, c'est ce qu'on vit chez Interligne, là. Parce que nous, on a été très dynamique, on sentait qu'il y avait des besoins qui étaient non comblés, puis c'était très logique que ça soit notre organisme qui fasse ça. On a 40 ans. On a développé une expertise. On a une équipe riche en compétences, en connaissances. Donc, il y a des initiatives qu'on a eues, des idées qu'on a eues qui étaient super. Puis c'est très créatif, là. Notre façon de travailler, là, c'est pas Pascal a une idée, go, on la met en place, là. Nous autres, on est très dans le travail de consultation, concertation. C'est des décisions d'équipe. C'est comme je le disais, le changement de nom, c'est pas moi qui l'ai eu, cette idée-là. Elle est venue d'une gang de bénévoles puis d'employés. Puis go, moi, j'ai facilité le chemin comme directeur pour en arriver là, mais c'est tellement un travail d'équipe. Je pense que quand tu veux de l'inclusion, c'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas faire les choses tout seul quand tu parles d'inclusion. Ça prend des gens de diverses réalités autour de la table. Mais là, avec tout ça, on a fait ça.
on a créé des nouveaux programmes. On a des programmes jeunesse aujourd'hui. On a des programmes pour les aînés, des programmes portant sur les violences. On a des programmes de sensibilisation en milieu de travail qui sont en train de voir le jour dans la prochaine année. Donc, on a vraiment grossi. Mais là, en ce moment, on est dans le volet qu'il faut autofinancer ces projets-là parce qu'on a eu un premier financement. Mais là, pour continuer, il faut qu'on essaie de lever des fonds. Et ça, c'est l'autre tiers de notre financement. Finalement, c'est un tiers gouvernemental récurrent. L'autre tiers, c'est des projets. Puis l'autre tiers, c'est nos levées de fonds qu'on a mis en place depuis peu aussi. Hein, parce que la cause LGBT, c'est pas une cause sexy tout le temps. Là. Le Québec a encore beaucoup de préjugés. Tu en parlais tantôt, Barbada. Oui, on a fait des belles avancées au Québec. On a des droits de plus en plus acquis, mais la reconnaissance sociale de nos droits, elle n'est pas acquise. L'homophobie est encore très présente. Et là, je te parle de l'homophobie, mais la transphobie, la lesbophobie, nomme-les toutes les phobies. Là. Donc ça amène quand même des défis au niveau de la levée de fonds. Parce que des fois, les gens, l'image qui se font des communautés, c'est l'image qu'on veut à la TV du défilé, qui fait partie de nos communautés. Il ne faut pas renier personne. Là. Mon point, ce n'est pas ça, mais c'est juste que les gens vont associer des fois, ils ont des préjugés finalement envers nos communautés. Donc, ce n'est pas une cause que le grand public va nécessairement financer. Donc, souvent, notre financement, il va venir des gens de la communauté. C'est beaucoup à travers des levées de fonds de type comme la Grande Démesure qu'on va parler, qui est une soirée bénéfice, un événement bénéfice, ou après ça, des dons mensuels ou des dons corpaux, des entreprises qui ont... Là, c'est bien la mode des entreprises d'avoir des volets diversité LGBT. Puis il y a des entreprises qui le font super bien en soutenant des organismes communautaires à l'année longue, pas juste au défilé. Donc, ça, c'est des choses qui nous aident, finalement. C'est très bien. On a parlé déjà souvent aussi dans le podcast, dès qu'on mentionne justement l'aspect fierté, les célébrations de la fierté, puis tout ça, à quel point, oui, c'est plaisant, c'est le fun, c'est un moment dans l'année où on peut être nous, on peut être nous-mêmes, s'afficher, etc. Mais à quel point aussi, des fois, c'est juste une grosse passe de publicité puis de cash pour certaines entreprises qui sont là une fois dans l'année puis qui affichent leur logo bien gros en multicolore, mais qui ne sont pas là le reste de l'année. T'sais. Non, parce que l'inclusion en milieu de travail, là, c'est pas juste de soutenir le défilé. L'inclusion, c'est d'avoir des politiques inclusives, c'est d'avoir en fait un comité LGBT dans ton milieu de travail si ton entreprise est quand même importante. L'inclusion, c'est d'offrir de la formation à tes employés aussi, puis pas juste à tes employés, à tes cadres. Les cadres, là, en entreprise, des fois, ils vont dire, moi, je suis pro-diversité, je veux former toute mon équipe, et eux ne la reçoivent pas, cette formation-là. Mais l'inclusion, c'est d'avoir des gens LGBT, je dis LGBT, mais LGBT, racisés, partout dans l'entreprise. Ouais. Pas juste dans le bas de la chaîne hiérarchique. Là. Ça en prend dans tes cadres, ça en prend dans tes... Quand tu as un CA ou quoi que ce soit, là, tu devrais toujours avoir une personne de la communauté LGBTQ+. Tu devrais toujours avoir une personne racisée. Tu devrais toujours avoir une personne autochtone. Tu devrais toujours avoir une personne qui... Le nombre de fois où on voit des fois, ça peut être même des gouvernements aussi, des décisions gouvernementales, mais souvent des décisions d'entreprise qui font quelque chose, une action, peu importe, puis tu dis, OK, clairement, il n'y avait aucun gay ou aucune personne de la communauté quand cette décision a été prise. Ah non. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait levé la main puis dire excusez, ça marche pas ou on a-tu pensé à ça, genre. Tu sais, moi, c'est. La personne dans le bureau de pub qui dit excuse, la femme est à moitié tout nue, est-ce qu'on peut corriger ça? Ouais. C'est épouvantable, vous avez entièrement raison. Puis ça, les CA, c'est un enjeu, les conseils d'administration. Puis chez Interlink, c'en était un aussi parce que c'était un CA d'hommes avant, un CA d'hommes blancs. Puis c'est cette clientèle-là qu'on desservait aussi à la ligne d'écoute. Puis c'est correct, ça prend des hommes sur les CA. Mais quand on a changé de nom, on a aussi revu tous nos statuts et règlements, justement pour que notre CA soit diversifié. Tu vois, aujourd'hui, on a un CA qui est beaucoup plus diversifié. Il est presque paritaire homme-femme, on a des personnes non-binaires, on a des personnes racisées, on a une variété d'expertise aussi autour de la table. Mais ça, il ne faut pas être passif. Là. En entreprise, quand tu veux avoir un CA qui représente ta communauté ou l'ensemble des communautés, il faut que tu sois dans l'action.
moi, là, chaque membre du CA, puis je dis moi, mais pas juste moi, mais on est allé les chercher, les approcher, leur dire qu'est-ce qu'elle a apporté sur notre CA, puis pourquoi on tient à les avoir. Mais ça, les entreprises doivent le faire aussi. Puis l'enjeu de la diversité, après ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent, mais c'est tellement riche d'avoir de la diversité autour d'une table. Tes idées vont dans toutes les directions, mais des directions que tu n'as jamais vues venir, puis ça amène tes projets tellement plus loin, là. Tu ne les vois pas venir parce que toi, tu n'as pas ce bagage-là en tant qu'humain. Tu sais. La Exactement. personne devant toi elle a un bagage complètement différent de toi tout ce que ça va faire, c'est que ça va t'apprendre une autre réalité. Puis, en tant qu'Interligne, vous n'avez pas le choix de faire ça. Tu sais. Vous, c'est de représenter tout le monde de la communauté, puis même du monde qui ne font pas partie de la communauté nécessairement, qui ont juste des questions. Tu sais, j'imagine que ça vous arrive d'avoir par téléphone ou par texto des hommes blancs hétéros qui appellent parce qu'ils ont des questions, ou des femmes hétéros, ou des personnes qui ne se considèrent pas qui font partie de la communauté, mais leur fils vient de faire leur coming out ou peu importe. Tu as entièrement raison. Les proches nous appellent beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Les proches, les profs aussi, des fois, nous appellent. Ben oui. Des fois, c'est même des collègues qui nous appellent. Honnêtement, on a beaucoup de belles choses à la ligne d'écoute. Moi, de voir un parent qui dit écoutez, là, mon fils vient de me faire son coming out, là, puis je veux l'accompagner, mais je ne sais pas par où commencer. Wow. Je trouve ça extraordinaire. Je me souviens d'un appel qu'on a eu d'une grand-mère qui nous a appelé à un moment donné, puis qui nous a rappelé après pour nous dire hey, merci. Grâce à vous, j'ai pu accompagner ma petite fille. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Tu sais. Écoute, c'est riche, ça, là, c'est de toute beauté. Là. Oui, il y a des belles choses. Il n'y a pas juste de la détresse à la ligne d'écoute. Évidemment, c'est ça qu'on fait le plus parce que c'est ça notre mission, mais on a vraiment des beaux appels. Puis aussi, les gens ne savent pas par où commencer, mais quelqu'un qui est en questionnement, tu sais pas, les gens se doutent que tu es gay ou qui est lesbienne. Puis là, on veut pousser. Hein, on veut y faire dire. Tu sais. Mais ça, nous, à la ligne d'écoute, on va accompagner les gens pour leur dire hey, non, tu ne mets jamais de pression à une personne LGBT. Là. Tu lui laisses respecter son rythme. Elle va te le dire quand elle va être prête à te le dire. La seule chose que tu peux faire, c'est faire des gestes d'ouverture, de dire sans mettre de pression, finalement. Tu sais. Mais ça, c'est des beaux appels pour nous aussi, là, parce qu'on voit que les gens veulent aider, veulent accompagner. Mais on a aussi des parents qui nous appellent avec. Toi aussi? Est-ce que ça t'arrive de prendre des appels aussi? Non, j'en ai pas pris parce que, honnêtement, je pense que dans ma nature, je suis trop interventionniste. Là. Barbada, tu le sais un peu, peut-être. Nous, ça a l'air de rien, on n'en a pas parlé, mais ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Hein? Oui, parce que, parlons-en vite, là, mais vas-y. Vous êtes mariés, vous avez 4 enfants, c'est ça? Voilà! Exactement. Non. Pascal est marié, mais pas avec moi. Non, il voulait rien savoir de marier une drag queen. Il s'est dit, oh non, I'm not going there. Non, je fais des blagues. C'est juste que tu n'étais pas libre. C'est ça, voilà, exactement. Vous êtes allés sur une date, ça veut dire? Non, c'est jamais. Mais non, sincèrement, Pascal et moi, on était dans les cadets ensemble. Donc, c'est ça. Pascal a été mon officier supérieur, 3 étés de temps, 2 étés de temps, je me souviens pas. En tout cas, c'était ton daddy en charge? C'est ça, en uniforme en plus. En uniforme, daddy en uniforme. Non, vraiment pas le terme daddy que j'utiliserais, mais sincèrement, oui, on était sur les camps d'été ensemble, puis évidemment à travers, parce que Pascal est musicien. Et moi aussi, donc évidemment, forcément. Puis on était sur les camps d'été de musique. Puis tout ça. Tu joues quoi, Pascal? En fait, musicien, c'est presque un grand mot. Là. J'ai joué de la trompette, en fait, quand j'étais jeune, puis j'ai continué au collégial à un moment donné, mais j'ai pas étudié là-dedans très longtemps. Là. Mais j'ai enseigné longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, en fait. J'ai travaillé en enseignement au secondaire aussi, mais l'été, j'allais faire des camps d'été, puis c'est là qu'on se croisait, Barbada et moi. Fait que c'est ça. Fait que on faisait de la musique ensemble, on dirigeait des harmonies, puis, mais je me suis vite placé dans des postes de gestion ou de leadership. C'était plus ça mon intérêt, je dirais. D'où les fans d'Occupation Double, t'es un leader. Hey, tu savais en plus comment je me fais niaiser avec ça au travail. Là. C'est la prochaine étape. Là. D'ailleurs, on a mentionné quelques fois, mais on devrait avoir une occupation double version gay ou version lesbienne. Mais là, en tout cas, j'ai écouté la semaine des 4 juillet, puis il y avait une ouverture. Il en parlait. Ah oui? Il en parlait. Julie, parce qu'il y avait Cœur de Pirate qui était là comme invité, puis il y avait quelqu'un d'autre. Puis il parlait d'une occupation double queer, puis il a regardé Béatrice, Cœur de Pirate, puis il a dit « Tu serais-tu prête à animer? » Puis elle a dit « Ben oui, n'importe quand. » Fait que
Ben, ça serait certainement un beau projet si c'est mené par des personnes LGBTQ. C'est Là. ça, Sinon, on va exactement. tomber dans les Moi, clichés. Là. exactement. c'est pas pour la Parce que télévision. ça reste de la télé-réalité, fait qu'on peut tomber rapidement dans les clichés puis dans les choses vraiment, tu dis, où les gens à qui ça s'adresse se sentiront pas impliqués puis se sentiront pas interpellés du tout parce que c'est mal dirigé. Puis voilà. Ça va être de la exactement. télé queer, mais pour des hétéros. Ah, mais c'est ça. Puis honnêtement, il y aurait clairement une curiosité, là, on va se le dire. Oui. Oui, c'est ça. Ce Ben, qui- c'est sûr qu'il devrait faire une version avec des dragues où ça s'appellerait genre Occupation trouble plutôt qu'Occupation double. Moi, je pense que ça serait très. On fait juste un bon- foutre la marde. On fait juste foutre la main. Non, non. Tu mets une drag queen dans l'eau, il faut que tu devines c'est qui. Ah, tu sais. Mais écoute, sincèrement, donc c'est là qu'on se connaît. Mais là, je bifurque complètement parce que je vois le temps qui avance puis je veux vraiment, vraiment qu'on en parle. Mais la grande démesure, c'est le gros, je pense, le gros événement de votre année, de financement de l'année. Là, ça va se dérouler le 27 novembre cette année. Ouais. Évidemment, à cause de, bon, les années passées, vous aviez l'habitude de faire quelque chose quand même un peu plus, un gros party, un peu plus à grand déploiement. Ça fait que bon, avec billets, etc. Les gens payaient pour assister à l'événement, une soirée gala un peu plus, soirée ou casino. Dans le fond, c'était ça un peu le principe de la grande démesure. C'est que, bon, les gens avaient des faux jetons qu'ils pouvaient dépenser, etc. Puis évidemment, il y avait de la bouffe, il y avait quoi que ce soit. Et il y avait une drag queen qui s'appelait Barbada qui était à l'animation. Je la connais pas. Comment? Je la connais pas. Non, tu la connais pas. Elle est bonne, elle est pas pire. Elle fait une pas pire job. Elle est correcte. Elle est juste correcte. Voilà. Elle est excellente. Elle est correcte, mais Gabrielle, elle, par exemple, est exceptionnelle. oui. Ah, mais va falloir voir ça dans les prochaines années, je pense. Mais là, cette année, avec la COVID, évidemment, c'est complètement différent. Vous allez ailleurs. Là. Explique-nous un peu comment vous organisez ça et tout, là, étant donné que les rassemblements ne seront pas permis. Ben, en fait, tu l'as bien présenté, là, les levées de fonds chez Interlink, c'est quand même assez récent. Là. Tu sais, la Grande Démesure en arrivait à sa 5e édition cette année. Et c'est quand je suis arrivé qu'on a commencé à mettre en place un volet philanthropique. Puis effectivement, habituellement, c'est un gros party. C'est une belle soirée glamour dans des belles salles avec des gens bien habillés, avec effectivement une superbe animation de Barbada, mais aussi de plein d'artistes queer qui viennent sur place, qui nous font des chansons, qui nous font des animations. On avait Simon Boulris qui faisait le DJ aussi à un moment donné. Mais là, est arrivée la COVID, puis nous, on est dans notre élan. On essaie de lever des fonds pour soutenir nos activités. Puis même l'année passée, on a eu des défis là, au niveau de notre budget annuel. Donc, cette année, on était comme, on annule-tu ou on l'a fait autrement? On n'était comme pas trop sûr. Finalement, on a décidé de la maintenir dans un événement virtuel. Mais là, vous me suivez, les événements virtuels depuis la COVID, hein? Il y en a beaucoup, puis c'est pas toujours bon. Hein? C'est la mode, puis c'est pas toujours bon, on va se le dire, parce que les gens apprennent à dealer avec la technologie puis tout ça. Mais nous, chez Interlink, cet été, on a fait plusieurs événements virtuels. On a fait un speed dating en ligne. On a fait, on a fait ça, puis on va le refaire éventuellement. C'était une façon de briser l'isolement, en fait. On se disait que en temps de pandémie, les personnes queer puis LGBT, il y avait quand même ce défi-là l'isolement est encore plus grand. Donc, on a dit, on va essayer ça. C'est le vrai Occupation double. C'est ça. Voilà. Et là. On l'a, là. C'est là. Mais honnêtement, c'était tellement beau. Là. Il y a eu beaucoup de participants. Là. Si je ne me trompe pas, on a eu près d'une centaine d'inscriptions. Voyons puis, donc. non, je te jure. Huge speed dating. Là. Ça, il faut que tu ailles vite en tabarouette si tu ne veux pas que ça dure 3 jours de temps. Oui, ben tu sais, il y avait une espèce d'animation. Après ça, on divisait les gens en sous-groupes. Puis dans chaque sous-groupe, il y avait des gens qui animaient. On avait fait venir des personnes pour animer. Puis c'est ça la beauté. Interlink, là, si on a une force, c'est de savoir s'entourer. On a vraiment des belles personnes autour de nous. Puis, tu sais, on a des porte-parole en or, là, Sophie Paradis, on a Simon Boulris, Gabrielle Bouliane-Tremblay. On a aussi Eugénie Lépine-Blondeau qui gravite un peu avec nous pour faire de l'animation à certains moments. Barbada, elle est là. Bref, on est quand même choyés. Et cette année, vous allez le voir à la Grande Démesure, ces gens-là sont tous ou toutes de retour avec nous pour différents trucs. D'ailleurs, Barbada est une de nos ambassadrices cette année. On a changé un petit peu son rôle. Habituellement, elle était vraiment l'animatrice de la soirée, mais cette année, elle va être encore animatrice de la soirée, mais en plus, elle joue un rôle d'ambassadrice. Puis les ambassadrices, c'est les personnes qui nous aident à faire rayonner l'événement, finalement.
Mais ça va être une super soirée. Puis comme je vous disais, on a eu on a pu tester les événements en ligne à travers un speed dating, qui était un événement plus ludique, de plaisir, de fun finalement. Après ça, on a fait un événement aussi plus protocolaire un peu, où on a lancé des vidéos jeunesse. On a créé des vidéos pour une campagne jeunesse là, avec des jeunes qui ont fait des scénarios, pour on a réalisé leurs vidéos finalement. Mais ça, c'est un plus protocolaire, mais on a fait le lancement en ligne aussi. Alors, ça nous a donné des habiletés, des expertises avec Zoom, avec différentes plateformes pour pouvoir faire un événement à bénéfice en ligne. Donc, cette année, la Grande Émotion, qui habituellement prend une thématique de casino, soirée casino, cette année, ça va être un bingo. Ouh. Ouais. Qui Fait n'aime que, pas le bingo, hein? ben, c'est ça. Moi, je réalise Voilà. qu'il y a plein de gens qui se cachaient de ça, là, mais Oui, moi, à chaque fois que j'en parle, les gens capotent. Ah, yes, je vais t'acheter des billets. Des gens qui seraient peut-être pas venus à Grande Démesure, qui là veulent acheter leur billet de bingo. exactement. C'est un plaisir coupable, le bingo. Tu sais, on ne veut pas l'avouer, mais on était comme non, non, c'est le fun, c'est le fun. Moi, écoute, j'en ai animé un aussi pour une entreprise la semaine passée, ou il y a 2 semaines, en tout cas, puis honnêtement, là, j'ai du fun. C'est le fun. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, quel joke que je peux faire avec les boules, puis tout ça. À un moment donné, il y en a une limite là, de faire des jokes de boules. Et le chiffre Mais non, 69, on les a toutes faites, les c'est jokes. ça, exactement, exact. Mais non, c'est le fun, c'est le fun. Même au drag à Québec, Gabriel aussi, il y en avait des soirées bingo que tu animais, je pense. Oui, j'en ai animé plusieurs, ouais. Bon, ben, c'est ça, tu sais. Non, non, c'est le fun, le bingo, on aime ça. Ben, le bingo animé par une drague, c'est fantastique. Là, on se le dit, ça monte le niveau. Là, on passe à un autre step. On est ailleurs. Ouais. Fait que là, il y aura, c'est ça, le bingo, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Là. Dans l'événement virtuel, il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de ça. Là. Oui, il va y avoir plein d'affaires. Premièrement, là, l'idée, là, les gens peuvent aller acheter un billet. Puis le billet va leur donner l'accès à la soirée, un lien Zoom finalement. Les billets sont à 75 là, je vous donne un peu le prix, puis après ça, je vous explique qu'est-ce qu'il y a dans la soirée. Fait que 75 $, tu reçois ton lien Zoom pour pouvoir te connecter, puis tu reçois une boîte pour faire le party. Donc, dans la boîte, il y a des petits cadeaux, il y a des petits trucs. Là. Bon, je ne peux pas vous dire, c'est une boîte surprise, mais c'est des petits éléments, des cadeaux qu'on a reçus, nous, de commanditaires, etc. C'est ça qui se construit derrière toi en ce moment. Je vois une boîte qui est en train de se faire derrière. Ça se peut bien, honnêtement. J'aurais dû fermer mes rideaux. Mais ils sont en train de travailler sur les trucs de la Grande Démesure, fait que ça se peut bien. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, la personne achète son billet, 75 $, puis une semaine avant l'événement, elle reçoit sa boîte pour être prête pour le party. Puis dans la boîte, il y a évidemment un paquet de cadeaux, mais il y a aussi les cartes de bingo. Et après ça, si la personne est dans sa maison, elle est, je sais pas moi, elle est en famille, ils sont 4 dans la maison, ben, elle peut commander des boîtes supplémentaires plutôt que d'acheter tous les billets finalement. Là. Elle n'aura pas besoin de 4 liens dans sa maison. Là. Donc, elle peut acheter des boîtes supplémentaires qui, elles, vont être à 50 $ chacune. Fait que c'est une boîte par personne. Par rapport à la quantité de stock qu'il y a dans la boîte, là, ça répond à ça. Et dans la soirée, quand les gens vont être là, parce que c'est super cool, vous jouez au bingo, mais il y a la possibilité de gagner des cadeaux. Parce qu'on a plein de commanditaires qui nous ont fait des cadeaux. Il y a des belles affaires. Il y a une carte cadeau chez Sunwing. Bref, il y a plein de petits cadeaux comme ça qui bon, c'est super pratique en temps où on ne peut pas voyager, mais un jour, on va pouvoir commencer, je vous le promets. Ben, au pire, tu prends ta carte Sunwing pour aller à l'épicerie ou quelque chose du genre. Là. Ouais. Ben, au pire du pire, hein? Ouais. Puis, Vous êtes de la Madeleine à la place. ah, mais tu vois, ça commence à être intéressant, ouais. Puis, mais honnêtement, il y a plein de beaux cadeaux comme ça, là. Puis après ça, il y a aussi c'est pas juste du bingo. Le groupe en fait de personnes, ils vont être divisés à un moment donné en sous-groupes. Ils vont avoir des petites animations. Ça se pourrait qu'il y ait du karaoké, des quiz, des affaires pour animer le monde. L'idée, c'est de faire lever le party dans le salon du monde, même s'ils sont connectés à un Zoom pour la 3e fois dans leur journée. Moi, j'ai animé un karaoké virtuel pendant la pandémie, la première vague. Puis j'ai tellement eu du fun à faire ça. Là. C'était vraiment ouais? le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Le monde, avec ce que je faisais, c'est que j'animais. Puis une personne à la fois, ils se connectaient avec moi. Puis on leur envoyait la chanson. Puis ils chantaient. Puis c'était genre, j'ai eu une des plus belles soirées que j'ai eues pendant la pandémie en faisant ça. Ouais. C'est ça qui est cool. Hein? C'est un événement qui se. Ouais. Oui, vas-y. Non, c'est de servir la technologie à bon escient, pour une fois, pour amener du divertissement, puis briser l'isolement aussi. Là, ça, c'est cool. Mais
Vas-y, ce que tu disais. En fait, ce que j'allais dire, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, c'est un événement à bénéfice, puis c'est un événement qui vise à soutenir un organisme important pour la communauté, mais c'est aussi un événement où on brise l'isolement, puis c'est en lien direct avec notre mission, là. C'est vraiment, vraiment cool. C'est Moi, vraiment une belle soirée, wow. j'achète ma boîte tantôt, là. C'est sûr, Oui. certain. Merci. Puis, Mais la en même temps, je pense pas que tu beauté, as besoin de l'acheter parce que tu fais pas partie de la pas soirée. grave. J'en achète une pareille. Je vais la faire shipper à ma mère ou je sais pas trop. Non, c'est ça. Mais c'est tu vrai, achètes moi, un billet à ta mère, elle va peut-être avoir le goût de jouer au bingo aussi. oui, ben, c'est la connexion à Zoom qu'elle va peut-être avoir un peu plus de misère. Mais c'est pas vrai, non. Elle commence à être technologique, ma mère. Elle commence à. Oui, là. Elle est capable avec FaceTime, là, tout ça, de se faire des. Oui. Des fois, je reçois un appel, mais là, c'est parfait par Messenger, en tout cas, whatever. Puis c'est un appel vidéo, je suis comme, my God. Fait que là, on est. Elle-même, elle est rendue qu'elle est capable d'envoyer un courriel en plus. Ah ouais, Hey, ça. c'est quelque chose, là. On est ailleurs. Mais non, écoute, sincèrement, c'est vraiment cool, ça. C'est un bel événement. Je pense que ça va être le fun. Puis pour acheter ces boîtes-là, ces billets-là, tout ça, dans le fond, c'est sur le site d'Interling ou via Facebook? Oui, en fait, les gens peuvent aller sur le site d'Interling puis il faut faire attention parce que nous, notre site, c'est interling.co. Et dans le fond, le site, ils peuvent se rendre directement sur un site pour acheter leur billet à interling.co/des mesures. Donc, si les gens écrivent ça, ils arrivent directement sur la page, ils peuvent aller acheter leurs billets. Puis les billets sont déjà en vente, là, c'est le temps de les acheter parce que ça avance, ça arrive vite là, le 27 novembre, fait que les gens peuvent y aller, là. C'est super cool, vraiment, vraiment C'est cool. vraiment une belle soirée, une très belle idée. Félicitations à ton équipe. Avez-vous pas mal de gens à date qui ont commencé à s'inscrire? On sent que ça va être un gros party, là? Honnêtement, moi, je vois un rayonnement de l'événement qui est plus grand qu'à l'habitude, je trouve. OK. Des gens que je ne connaisse pas qui le partagent. On sent aussi que là, on est à notre 5e année. Puis cette année, honnêtement, on a hésité. On l'a fait-tu, on ne l'a fait pas à cause de la COVID. Là. Mais en même temps, on était dans un build-up. Là, on était en train de la monter. On était en train d'arriver à un autre niveau. Puis là, avec la pandémie, je me disais en ligne, ça va peut-être être difficile. Mais là, je vois vraiment une effervescence autour de l'événement. On a commencé à vendre des billets. Je ne peux pas dire un nombre, là, je ne le sais pas par cœur. C'est sûr qu'on espère que ça va aller plus vite et qu'on va en vendre plus. Puis honnêtement, j'y crois là, parce qu'à tous les jours, il y en a qui s'achètent. Mais on est encore dans le domaine de l'événementiel, l'achat des billets, c'est beaucoup dans les derniers jours avant l'événement. Oui, c'est Fait que c'est ça. Mais là, si les gens achètent leurs billets trop à la dernière minute, vous n'aurez pas le temps de shipper les boîtes, par exemple. Faut quand même en fait, c'est ça. Puis ça va tout être indiqué s'ils vont sur le site web. Là, toutes les dates sont écrites et tout ça. Puis vous allez voir, là, il y a aussi des pubs qui vont partir dans les prochains jours. Nos ambassadeurs aussi sont en action. Ils ont commencé aussi à en parler, à le partager, à vendre des billets dans leur réseau. Parce qu'on a des gens, exemple, qui travaillent dans des bureaux d'avocats, qui vendent des billets à leurs collègues. Bon. Fait que, honnêtement, je ne suis pas inquiet du tout du succès. Là. Premièrement, l'équipe qui travaille là-dessus est extraordinaire. C'est des génies là, de l'événementiel. L'équipe d'ambassadeurs qu'on a font vraiment bien rayonner l'événement. Et on voit déjà un partage plus naturel des publications Facebook et tout ça. Là. C'est sûr qu'après 5 ans, les gens qui ont vécu la grande démesure en place, ils nous suivent, ils reviennent. On a ça, on est en train de construire quelque chose, pas des nouvelles personnes à chaque année qui reviennent. Là. On en a des nouvelles personnes, mais il y a un noyau de gens qui sont là depuis le début puis qui nous accompagnent depuis le début. Fait qu'on le voit, là, ça a un impact dans la vente de nos billets. Des fidèles. Des fidèles. Exactement. Puis comment tu entrevois après la grande mesure, là, vous allez prendre vous allez faire un petit, j'imagine, prendre une espèce de mini-pause pour souffler, là, parce que c'est gros l'organisation de ça. Là. Mais après ça, comment tu entrevois, mettons, le début de la nouvelle année de 2021? Y a-tu d'autres projets qui s'en viennent? Un petit speed dating pour la Saint-Valentin ou je sais pas. Ou tu sais, faites un speed dating pour... Oui, hein, pas pire. Un speed dating pour la Saint-Valentin. Puis le lendemain, un speed dating pour les drag queens. Parce que nous, on n'est jamais invités au speed dating. OK, je vais passer la demande à l'équipe. Une soirée que c'est juste moi puis Barbada qui prend les appels à Interling. Il va falloir faire notre formation si vous voulez faire ça, mais ça va me faire plaisir. OK. Faudrait faire comme une espèce de nez rouge d'Interling. J'aimerais ça, moi. Ouais. Écoute, c'est enregistré. Une soirée, c'est moi et Barbada qui répond à vos appels. Salut!
Ah, mais ça, là, on a quelque chose, par exemple. Il faudrait qu'Interligne se pogne une petite équipe pour aller faire Nez Rouge. Puis quand tu embarques dans l'auto, tu nous parles de, tu sais, tu nous dis, ça, c'est l'auto Interligne. Puis là, tu nous parles de tes. Tu as quelqu'un pour intervenir, tu nous parles de tes problèmes, tout ça, de toutes tes problématiques ou de tes questionnements ou quoi que ce soit. Puis, ben, crème, quand tu arrives chez vous, puis en plus, les gens sont comme un peu pompettes. Tu sais, ils sont sous parce que c'est Nez Rouge. Fait que comme ça, ben, ils sont plus aptes à se confier dans ce temps-là. Tu sais, Ben, je quand pense tu vas à que l'église, là, quand tu vas Comment à l'église avec le prêtre, là, comment ça s'appelle? Le confessionnal. Le confessionnal. C'est comme un Ah ouais. confessionnal. Le Oui, confessionnal interligne, mais c'est une drag queen l'autre bord. N'empêche Ben, que honnêtement, je pense que je vais vous embaucher pour l'idéation de projets comme ça. Là, ouais, ça va peut-être aller dans des endroits que tu veux pas, là, mais ça, c'est. Parce que moi, quand tu dis speed dating virtuel, d'habitude, on voit pas les faces. Fait que tu vois qu'on est ailleurs, là. Ah ouais, OK, je vois le genre. Non, mais écoute, n'importe quoi. Mais moi, je me souviens avoir déjà fait Nez Rouge avec PL Cloutier, là. Puis on a eu du fun en Moses. Les gens qui arrivaient, puis j'étais en Barbada, puis c'était PL qui conduisait, ou l'inverse, des fois. Puis les gens embarquaient dans l'auto. Elle Puis... est en Barbada, puis toi, t'étais en. Non, 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 c'est-à-dire que moi, je conduisais de temps en temps, mais les gens arrivaient dans l'auto et je te dis qu'ils restaient surpris sur tout un temps, mais c'était très, très petit. Des fois, ils acceptaient de se faire filmer, des fois pas, fait qu'on brouillait leur face, quoi que ce soit, mais les gens nous jasaient, puis on a eu du fun au bout, au bout, au bout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je dis ça, on lance ça dans l'univers, là. De toute façon, C'est je pense bon. qu'il n'y en aura pas Il n'y a de pas de nez rouge cette cette année. année. Ah non, c'est vrai. Il n'y a Non. pas de party. Ben, regarde, on va faire autre chose. On va faire Nez Rose à la place. Ça va être des drag queens qui viennent accompagner. Ouais. Ben, écoute, le bar Le Drag, vous avez fait ça pour l'Halloween. Oui, oui, ils sont allés, T'avais ils ont un restaurant, puis ils sont allés faire de la livraison en drague. C'est fou. Ah, c'est très cool, C'est quand même ça. cool, là, ça. Là. Ouais. Ou, OK, on fait ça avec Interlink, puis nous, on va livrer les boîtes en drag queen. Oh! Fais attention parce que moi, j'ai déjà une équipe qui s'est portée volontaire pour aller faire de la livraison de boîtes, mais je vais vous ajouter à l'équipe, moi, là. Ah là. mon Dieu, je trouve que c'est une bonne idée. J'aimerais ça, faire la C'est livraison de cool, boîtes. c'est cool. Mais tu sais, pendant la pandémie, on a eu plein d'idées pour mousser nos spectacles virtuels qu'on faisait à chaque semaine. Puis, à un moment donné, moi, j'avais eu des chandails qui m'ont été offerts par un gars qui avait fait faire des milliers de chandails là, à vendre, etc. Puis, il en restait comme une 60, 70, 80. Mais c'est des chandails super cool. Il y avait des camisoles, il y avait des chandails de plusieurs couleurs, puis avec des logos différents. Il y avait comme Batman qui faisait du voguing, genre, tu sais, vraiment un peu stéréotype gay, là, mais c'est super. Superman qui avait comme un éventail, E-Man qui faisait un depth drop. C'est super cool. Fait que là, moi, pendant un de nos spectacles virtuels, je fais des pubs pour vendre les chandails. Puis ben, c'est moi qui faisais la livraison des chandails direct aux personnes. Fait que j'ai fait comme une livraison de 70 chandails. Je me suis fait des petites routes, puis je me sentais comme un livreur, voilà. C'est très cool. Mais bref, qu'est-ce qui s'en vient après? Je reviens à ma question que genre. Ben oui. Mais Ah, c'est correct, hein? On jase, on jase. qu'est-ce Ben, en qui fait, s'en vient, oui. on a plein de choses. Là. Je peux pas dire, nous, tu sais, tu disais, vous allez prendre une pause. On va peut-être prendre une semaine, là, mais après ça, ça repart. On a toujours des projets. On a un projet de formation en milieu de travail. Là. Nous, on est en train on faisait déjà beaucoup de formations, puis là, on a la structure, puis on s'en va former des milieux de travail sur les enjeux LGBTQ. On va les accompagner pour être plus inclusifs. Après ça, on a aussi le concours Agis contre l'intimidation, que là, il est en branle dans les écoles. Là, c'est dur, les écoles, mais malgré tout, les jeunes peuvent participer de façon individuelle. Ils ne sont pas obligés d'être dans une classe pour faire ça. Donc, le projet, c'est les jeunes nous écrivent des scénarios, puis habituellement, on va réaliser les scénarios en capsule vidéo pour les meilleurs, finalement, ceux qui répondent. Les thématiques autour de ça, c'est évidemment la lutte à l'homophobie, transphobie, etc. Mais les meilleurs scénarios, on les réalise en vidéo. Mais là, cette année, à cause de la pandémie, on va un peu modifier le tout. Ça risque d'être plus un projet en lien avec une bande dessinée ou des vidéos TikTok. On est en train de réfléchir à ça, mais c'est en branle déjà. Le concours est lancé. C'est juste la finalité qu'on va revoir bientôt. Après ça, des événements, on a un projet de correspondance intergénérationnelle qui a été lancé dernièrement, mais qui est en branle aussi. Des jeunes des communautés LGBTQ qui correspondent avec des aînés LGBTQ, Wow. puis qui a un partage intergénérationnel finalement là-dessus. Fait que ça, c'est en branle déjà, mais ça va se dérouler sur l'année à venir. Fait que des projets, ça nous manque pas du tout, là. Non, c'est ça. Vous avez... Mais ça prend de l'argent, puis pour ça, on s'en va s'acheter, on s'en va s'inscrire, acheter son billet pour la Grande Démesure le 27 novembre, le vendredi 27 novembre, animé par une drag queen et Eugénie Lépine-Blondeau. Je ne sais pas c'est qui la drag queen.
être le fun. Elle est super géniale, tu vas Ça voir. devrait être Elle est pas pire. extraordinaire. Hey, mais vraiment, Pascal, ça a été un immense plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de cet organisme essentiel, plus qu'important, essentiel. Je pense C'est beau de que voir comment tu es passionné. Oui. Hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment beau la façon que tu parlais, puis tu as vraiment une belle passion de la façon que tu parles de ton emploi, parce que c'est ça que tu fais. Oui, puis ton engagement envers Oui. la communauté, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Merci. Je pense que tu es un immense, très, très bel ajout à cet organisme-là. Puis bravo Merci. pour tout ce que vous faites à Interligne. On vous souhaite encore plein de gens pour la Grande Démesure le 27 novembre, puis plein de beaux projets. Puis qui pour, sait, peut-être Barbada et Gabriel vont venir livrer vos boîtes. Oui, Ben, honnêtement, merci beaucoup à vous deux pour l'invitation. Là. C'était super comme podcast. Puis ça va me faire plaisir de vous voir livrer les boîtes. Je vais y aller avec vous autres si vous y allez. excellent. Hey, merci, Pascal. Ciao, Ciao là. tout le monde. On se revoit au prochain podcast. Salut.